Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous réveillez chaque jour comme si vous étiez en retard pour quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer? Respirez profondément. Regardez autour de vous. Tout semble normal, n'est-ce pas? La maison, l'horloge, le téléphone qui vibre. Le monde tourne à une vitesse vertigineuse. Et vous, comme des millions d'autres, courez, répondez, feignez de maîtriser. Mais au fond, tout au fond, quelque chose dérange. Une sensation étrange que quelque chose cloche dans le scénario. Comme si vous aviez été choisi pour un rôle sans jamais avoir lu le script. Et c'est peut-être là le plus grand tour de la modernité. Vous faire croire que vous êtes libre, alors qu'en réalité, vous ne faites que suivre une chorégraphie invisible, une danse parfaitement répétée d'obéissance, de consommation et de distraction. Une danse dont personne ne vous a appris les pas, mais que vous répétez avec maîtrise. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous ne vous en rendez même plus compte. Voici la première et la plus puissante règle cachée de la société moderne. Vous jouez à un jeu que vous n'avez jamais choisi de jouer. Et pourtant, vous vous en voulez de ne pas le gagner. Levez-vous tôt. Produisez. Consommez. Soyez présentable. Ne vous plaignez pas trop. Faites semblant d'être heureux. Et surtout, ne remettez jamais en question le décor. Voilà le manuel silencieux, transmis de génération en génération, sans jamais être dit à voix haute. Depuis l'enfance, vous apprenez, sans le savoir, que votre existence n'a de valeur que si elle s'insère dans le moule. À l'école, on ne vous encourage pas à penser, on vous entraîne à répéter, à réussir l'examen, à vous taire, à ne pas vous tromper, à suivre les règles. On vous apprend à rivaliser, à obéir, à vous comparer. On vous apprend que la valeur réside dans la note, la performance, l'approbation des autres. On vous apprend à vous regarder à travers des bulletins et des jugements. Et le plus pervers, on vous apprend à être reconnaissant pour tout ça. Mais personne ne vous dit que l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage. C'est une répétition de la soumission. Peu à peu, vous intégrez l'idée que celui qui questionne trop est un rebelle, que celui qui ressent trop est faible, que celui qui s'arrête trop est paresseux. Et ainsi, sans bruit, sans force brute, vous êtes façonné pour vous adapter, pour fonctionner. Pas besoin de chaîne quand la peur de l'exclusion vous pousse à obéir. Vous grandissez et entrez sur le marché du travail avec une idée claire. Plus vous vous sacrifiez, plus vous avez de valeur. Dormir peu, c'est de l'ambition. Renoncer à votre vie personnelle, c'est de l'engagement. Être productif même malade, c'est de l'excellence. Et sourire pendant que tout s'écroule, c'est du professionnalisme. Vous devenez un rouage, parfaitement lubrifié par votre propre anxiété. Et tout cela semble normal. Jusqu'au jour où, entre deux réunions, vous réalisez que vous ne vous souvenez plus de vos rêves d'enfant, que vous ne savez même pas d'où vient cette urgence constante, que le temps vous glisse entre les doigts et que les jours se répètent comme des copies floues d'un même moule, et que, peut-être, cette course n'a jamais été la vôtre. Vous commencez à remarquer les détails, le vide dans les conversations, la superficialité des relations, l'épuisement qui ne disparaît pas avec le sommeil. Cette impression d'une promesse rompue, que la vie allait marcher si seulement vous faisiez tout comme il faut. Mais que signifie vraiment marcher? Une maison? Une voiture? Un emploi stable qui épuise votre âme à crédit mensuel? La société moderne vend un modèle de réussite qui semble séduisant, jusqu'à ce que vous y arriviez et que vous découvriez que la récompense, c'est de continuer à courir. Le problème, c'est que personne n'en parle. Tout le monde fait semblant d'être heureux, d'être amoureux, d'être reconnaissant, d'aller bien. Mais la vérité, nous sommes tous épuisés de faire semblant de contrôler, de poster des sourires avec des légendes inspirantes pendant que notre monde intérieur hurle, de suivre des règles que personne n'a jamais vraiment expliquées, mais que tout le monde suit par peur de sembler avoir échoué.
Et voici le tour le plus génial de ce système. Il vous convainc que le problème, c'est vous. Si vous êtes triste, c'est que vous manquez de gratitude. Si vous êtes fatigué, c'est que vous n'êtes pas assez organisé. Si vous échouez, c'est que vous ne vous êtes pas assez donné. Jamais, au grand jamais, on ne remet en question le système. Jamais on ne dit que le jeu était truqué dès le départ. La faute retombe toujours sur l'individu. C'est pour cela que tant de gens s'effondrent en silence. Parce qu'ils croient avoir échoué là où, en réalité, ils ont été trompés. La règle cachée ne se trouve pas dans les livres. Elle n'est pas écrite dans les lois. Elle vit dans les non-dits, dans ce qui se répète comme du bon sens. C'est comme ça. Tout le monde passe par là. Ça fait partie de la vie. Mais non, ce n'est pas normal. Et surtout, ça n'a pas à l'être. Mais personne ne veut le dire à voix haute. Parce que celui qui le dit menace le confort des conformes. Et alors, vous commencez à vous demander, et si je m'arrêtais? Et si je cessais de courir? Et si je ne voulais plus jouer à ce jeu? Mais alors vient la peur. La peur d'être laissé de côté, de perdre sa valeur, de décevoir. Parce que le système vous a aussi appris qu'en dehors de lui, il n'y a que le vide. Et vous ne savez pas si vous pouvez supporter ce vide. Mais, et si ce vide était justement l'endroit où la vérité peut enfin naître? Si la première règle cachée de la société moderne est de vous faire jouer sans le savoir, alors peut-être que la première forme de résistance est de voir le plateau, observer de l'extérieur, identifier les règles, questionner les promesses, douter du normal, parce que le normal est peut-être la plus grande violence camouflée en routine. Avez-vous remarqué que tout tourne autour de l'acceptation? Vous devez avoir l'air d'être heureux, productif, désirable. Avoir l'air, même si vous vous écroulez à l'intérieur, parce qu'admettre que vous n'allez pas bien vous élimine du jeu. La honte est devenue un outil de contrôle social. Vous avez honte de ne pas avoir d'argent, de ne pas être heureux, d'être perdu. Mais pourquoi avez-vous honte d'être humain? Peut-être parce que la société vous a appris à vous voir comme une machine. Et les machines ne pleurent pas, ne tombent pas malades, ne s'arrêtent jamais. Mais vous n'êtes pas une machine. Et le fait d'être fatigué, confus, indigné, est peut-être le premier signe que quelque chose en vous est encore vivant, encore vibrant, encore en quête d'autre chose. Peut-être que vous ne savez pas encore ce qu'est cette autre chose, et ce n'est pas grave. Parce que la première étape n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est d'avoir le courage de poser la question. Et la question est simple, brutale, nécessaire. Vivez-vous ou obéissez-vous simplement? Cette question a le pouvoir de tout bousculer, parce qu'elle pointe du doigt le silence, ce que vous avez ignoré pendant si longtemps. Ce soupçon que peut-être, juste peut-être, vous suivez un chemin qui n'est pas le vôtre et qui n'a plus de sens. Et alors, vous réalisez, la liberté ne consiste pas à choisir entre les options que le système vous propose. La liberté, c'est de comprendre que vous pouvez créer vos propres règles. Mais avant cela, il faut voir celles qui vous ont emprisonné jusqu'ici. Et ceci n'est que le début. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours en avance, peu importe à quel point vous courez? Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, la ligne d'arrivée continue de reculer, comme si elle était liée à un tour de passe-passe visuel? C'est parce que c'est le cas. La deuxième règle cachée de la société moderne ne se trouve ni dans les manuels d'économie, ni dans les discours inspirants des gagnants. Elle se cache dans les sourires plastifiés qui vous disent « Si j'y suis arrivé, tu peux aussi », tout en ignorant qu'ils ont commencé la course à mi-parcours, et vous, dans la boue. La méritocratie est le conte de fées préféré de notre époque. Un mythe si bien raconté que vous finissez par croire que tout ce qui n'a pas marché, c'est de votre faute. Que si vous n'avez pas encore réussi, c'est parce que vous ne le méritez pas encore. Que le succès est juste là, à portée. Il suffit de vouloir plus, d'essayer plus, de saigner plus. Mais,
Et si je vous disais que cette échelle que vous grimpez avec tant de peine n'est même pas appuyée contre quoi que ce soit? Prenons un exemple réel. Mariana, 27 ans, diplômée en gestion, a fait 3 stages non rémunérés pendant ses études. Elle étudiait la nuit, travaillait le jour, s'est endettée pour payer ses frais de scolarité. Elle a appris 5 outils de gestion, 2 langues, lu tous les livres qui promettaient la réussite. Aujourd'hui, elle se lève à 5 heures du matin, prend 2 bus, travaille comme analyste junior dans une entreprise où on l'appelle collaboratrice. Mais elle gagne moins que ce qu'elle a payé pour sa formation. Et chaque jour, elle entend « Continue à te battre, ton moment viendra ». Mais personne ne dit que le poste au-dessus d'elle est gelé depuis des années, que la promotion dépend davantage de la politique interne que de la compétence, que ceux qui sont au sommet ne connaissent même pas son nom. Mariana n'a pas tort. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas désorganisée. Elle a simplement été trompée. Le système fait croire qu'il y a une récompense au bout de la course. Mais ce qu'il y a vraiment, c'est un tapis roulant qui accélère à chaque fois que vous vous en approchez. Et le plus cruel, on vous a appris à courir avec fierté, à romantiser la fatigue, à confondre l'effort avec la dignité. La méritocratie, telle qu'on nous la vend, fonctionne bien, jusqu'à ce que vous regardiez autour de vous. Vous voyez Pedro, qui a hérité d'une entreprise. Pas besoin d'entretien. Son nom de famille est son CV. Vous voyez Laetitia, devenue influenceuse grâce à une vidéo virale, aujourd'hui invitée à donner des conférences sur le succès et la persévérance. Vous voyez des politiciens qui falsifient des factures et continuent de sourire sur les affiches. Vous voyez des enfants de millionnaires être acquittés pour manque de preuves. Des preuves qui auraient suffi à envoyer un pauvre noir en prison. Et alors vous réalisez, le jeu n'a jamais été fait pour être juste. Il a été fait pour en donner l'illusion. C'est le deuxième tour de magie de la société moderne. Transformer l'inégalité en récit de dépassement individuel. On vous raconte une belle histoire. Tout le monde a les mêmes 24 heures dans une journée. Il suffit de bien les utiliser. Mais on oublie de dire que certains se réveillent avec un père prêt à financer une opération. Et d'autres avec une mère qui n'a même pas de quoi offrir un petit déjeuner. C'est malhonnête de comparer ceux qui n'ont jamais eu à choisir entre payer le loyer ou acheter un médicament, avec ceux qui survivent sur le fil du rasoir. Mais malgré tout, vous essayez. Parce que la peur de passer pour une victime est plus forte que la peur de tomber malade. Vous vous gavez de cours, d'objectifs, d'applications de productivité. Vous lisez des livres de développement personnel, vous vous levez à 5 heures pour réussir. Vous coupez le sucre, vous méditez, vous respirez profondément. Et tout cela vous aide. Jusqu'au jour où ça n'aide plus. Jusqu'au jour où vous êtes épuisé et vous vous en voulez quand même de ne pas avoir réussi. Mais où est ce là? Qui a défini ce but? Et pourquoi recule-t-il chaque fois que vous vous en approchez? La vérité, c'est que cela est un point mobile, un objectif toujours repoussé pour que vous continuiez à courir. Parce que tant que vous courez, vous ne posez pas de questions. Et tant que vous ne questionnez pas, vous ne voyez pas le tour de passe-passe. Vous ne voyez pas que le succès, dans la narration moderne, n'est pas un lieu, c'est un piège, un outil de contrôle social. Parce que si tout le monde croit pouvoir réussir, personne ne se rend compte que c'est la structure qu'il faut changer. C'est comme une loterie où l'on vous vend la chance de changer de vie, mais où 99,9% sont voués à perdre. Et le pire, quand on perd, on se blâme. Vous dites « j'ai été incompétent ». Jamais. Le jeu était truqué. Et là se trouve la deuxième règle cachée, dans sa forme la plus pure et la plus cruelle. Quand le système échoue, il vous fait croire que c'est vous qui avez échoué. Et ce n'est pas seulement dans le travail, c'est dans tout. Dans la santé mentale, par exemple, vous êtes anxieux, mais vous pensez que le problème est un manque de concentration. Dépressif, vous croyez que c'est un manque de foi, un vide existentiel,
Vous cherchez un nouveau but ou plus de gratitude. Mais, et si le problème, ce n'était pas vous? Et si le problème, c'était de vivre dans un monde qui exige l'excellence tout en vous traitant comme jetable? Voyez comme le discours méritocratique justifie aussi la misère. Il est dans la rue parce qu'il n'a pas voulu travailler. Elle touche des aides parce qu'elle ne fait pas d'efforts. Ces gens veulent tout sans rien faire. Non, ces gens veulent de la dignité. Mais la dignité est devenue un luxe, et y accéder est devenu le prix d'une course d'obstacles que tout le monde ne peut pas voir. Vous pensez que j'exagère? Qu'il y a quand même des histoires de réussite? C'est vrai. Mais c'est justement ce qui renforce le mythe, parce que chaque exception est vendue comme preuve que le système fonctionne. Mais les exceptions ne confirment pas la règle, elles servent à entretenir l'illusion. Et c'est pour cela que la structure ne change pas. Parce que pendant que quelques-uns montent et exhibent leurs trophées, la majorité regarde et continue de croire que leur tour viendra. Mais le système ne veut pas d'égalité, il veut de l'espoir, parce que l'espoir, sans conscience, maintient tout en place. Alors je vous pose une question. Combien de fois avez-vous sacrifié votre santé, vos relations, votre paix, en pensant que ce n'était qu'une phase, que l'effort serait récompensé, que la fatigue avait un sens? Combien de fois avez-vous ignoré votre douleur par peur de paraître ingrat? Combien de fois avez-vous retenu vos larmes en pensant que pleurer est un signe de faiblesse? Ce n'est pas vrai. C'est un signe d'humanité. Mais nous vivons dans une société qui exige de vous le sacrifice de votre humanité au nom de la performance. Une société qui récompense ceux qui font semblant et qui punit ceux qui ressentent vraiment. C'est pourquoi, peut-être que votre plus grande révolution ne sera pas d'atteindre le sommet, mais de comprendre que le sommet ne vaut pas votre âme. Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, mais de rêver des choses qui font sens pour vous, pas pour l'algorithme. De déconstruire l'idéal de succès qu'on vous a vendu et commencer à construire une vie fidèle à qui vous êtes. Parce que si vous continuez à chercher l'approbation d'un système qui vous déshumanise, vous passerez votre vie à vous demander pourquoi, même en faisant tout bien, vous vous sentez toujours si mal. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous essayez juste d'être entier dans un monde qui tire profit de vos fractures. Et maintenant que vous avez vu le tour, qu'allez-vous en faire? Peut-être qu'il est temps de cesser de courir, de regarder autour de vous, de trouver d'autres qui sont tout aussi fatigués, et de commencer ensemble à remettre en question les règles du jeu. Parce que ce qui maintient ce système en place, ce n'est pas sa force, c'est notre silence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous avez ressenti cet inconfort, reconnu votre propre histoire dans ce miroir brisé, alors vous avez déjà commencé le processus le plus précieux de tous, voir clairement ce qui, autrefois, semblait normal. Et voir, c'est le premier pas vers un autre choix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez coupable? Quand vous ne faites rien, il ne s'agit pas de paresse, ni d'irresponsabilité. Il s'agit de cet instant où vous vous autorisez enfin à vous allonger sur le canapé, à fixer le plafond, à respirer, et où un malaise presque physique vous envahit. Comme si le monde entier vous observait en jugeant. Tu n'es pas en train d'être utile. Mais utile à qui? Voilà l'un des pièges les plus cruels de la modernité. Vous apprendre à confondre valeur et production. Plus vous faites, plus vous êtes. Plus vous livrez rapidement, plus vous méritez le respect. Votre identité se confond avec votre efficacité. Votre dignité devient une statistique. Vous ne vous levez plus pour vivre, vous vous levez pour accomplir. Agenda, objectif, délai, checklist. Le jour devient une course. La semaine, un parcours d'obstacles. L'année, une addition de tâches. Et le temps? Le temps cesse d'être une expérience pour devenir une unité de facturation. Vous avez remarqué comme le silence vous dérange? Comme le vide vous rend anxieux?
c'est parce que le système vous a entraîné à être toujours occupé, toujours distrait, toujours en train de faire quelque chose qui puisse être quantifié, validé, monétisé. L'oisiveté est devenue un ennemi, le repos, un privilège, la fatigue, un statut. Et non, ce n'est pas un hasard. C'est la troisième règle cachée de la société moderne. Plus vous vous épuisez à prouver votre valeur, moins vous avez d'énergie pour questionner qui en profite. Vous connaissez le nom de Steve Jobs, mais pas celui du livreur mort d'épuisement en tentant d'atteindre son quota sur une application. Vous avez entendu parler du PDG qui tient des réunions à 5 heures du matin, mais jamais de l'enseignante qui a corrigé 120 copies de nuit. Et c'est quand même levé tôt pour aller en classe. Vous applaudissez l'entrepreneur qui dit « J'ai travaillé 90 heures par semaine et j'ai réussi ». Mais vous ne voyez pas la foule invisible qui travaille autant et fait la queue à l'hôpital public. Pourquoi ? Parce que le système ne vous apprend pas à valoriser ceux qui travaillent. Il vous apprend à idolâtrer ceux qui s'enrichissent. Et la productivité est devenue une religion. Avec ses saints, les réussites, ses dogmes, le temps c'est de l'argent, ses rituels, commence ta journée avec 5 objectifs, et ses pénitences, si tu es fatigué, travaille plus dur. Mais avez-vous remarqué que, même lorsque vous faites tout, le vide ne disparaît pas ? Peut-être parce que ce modèle a été conçu pour ne jamais être suffisant. Vous produisez, mais vous ne vivez pas. Vous livrez, mais vous ne ressentez rien. Vous avancez, mais vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir. Et alors, pour anesthésier ce malaise, vous consommez. Fast food, série en rafale, dopamine numérique. Votre corps est épuisé, votre esprit dispersé, votre âme déshydratée. Et pourtant, vous croyez que vous devez être encore plus productif. Quand avons-nous normalisé l'idée que le repos doit être mérité par l'épuisement ? Vous devez tomber malade pour avoir le droit de vous reposer. Vous devez justifier votre inactivité par une crise. Vous devez vous effondrer pour être autorisé à vous arrêter. Mais, et si le véritable effondrement, c'était de ne jamais s'arrêter ? Il existe des chiffres glaçants que personne ne discute. Toutes les 40 secondes, une personne se suicide dans le monde. La dépression est déjà la principale cause d'arrêt de travail dans de nombreux pays. Les troubles anxieux affectent plus de 260 millions de personnes, beaucoup d'entre elles en silence, avec un sourire automatique et une productivité exemplaire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un projet. Et si tout cela vous semble exagéré, peut-être est-ce parce que vous n'avez jamais eu le temps de vous arrêter et de regarder de l'extérieur. Répondez vite. Pouvez-vous passer un seul week-end entier sans consulter vos emails, sans vous sentir coupable de ne pas être utile ? Pouvez-vous regarder un film complet sans sortir votre téléphone pour voir autre chose ? Savez-vous encore ce qu'est l'ennui sans chercher un soulagement immédiat ? Parce que la vérité, c'est celle-ci. Vous n'avez plus de temps. Pas parce que le temps a disparu, mais parce qu'il a été kidnappé par un système qui vous a convaincu que chaque minute non productive est un échec personnel. Et voici le point le plus brutal. Plus vous êtes occupé, plus vous devenez prévisible. Oui, trop de tâches font de vous quelqu'un de trop fatigué pour se révolter. Vous devenez un consommateur discipliné, un employé obéissant, un citoyen anesthésié. Et quand vous commencez à sentir que la vie vous échappe, on vous propose la productivité comme remède. Mais la productivité n'est pas une guérison. C'est un symptôme. C'est la fièvre de l'époque moderne. Et le repos est devenu une hérésie. Quel est le paradoxe le plus cruel ? Même quand vous produisez tout, atteignez vos objectifs, doublez votre chiffre d'affaires, vous ressentez encore que ce n'est pas suffisant. Parce que la règle invisible est claire. Il ne suffit pas d'être bon, il faut sembler infatigable. Il faut répondre à ces messages à minuit. Suivre des cours le week-end. Stimuler son cerveau en faisant la vaisselle. Méditer non pas pour la paix intérieure, mais pour améliorer la concentration. Vous ne vivez plus pour ressentir.
Vous vivez pour produire. Et vous savez quelle est la conséquence réelle de cela? Une planète avec des forêts mortes, des océans empoisonnés, des villes saturées, et des individus qui ne savent plus s'asseoir en silence. Nous tuons le monde avec la même logique qui nous tue, celle qui dit que tout doit être utile jusqu'à ce que ça casse. Et si vous pensez que s'arrêter est impossible, alors vous êtes déjà prisonnier. Mais il existe un secret que personne ne vous a dit. Le monde ne s'effondre pas quand vous vous reposez. Il s'effondre quand vous croyez que vous ne le pouvez pas. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas le choix, que vous devez payer les factures, maintenir votre réputation, être présent, même en étant absent de vous-même. Mais, et si la vraie réussite, c'était d'être entier, d'être vivant à l'intérieur, pas seulement fonctionnel à l'extérieur? Et si le repos était l'ultime acte de résistance possible dans une société qui exige votre épuisement? Vous êtes-vous déjà dit que le geste le plus révolutionnaire aujourd'hui serait peut-être « je ne vais plus accélérer » ? Peut-être que le monde a moins besoin de gens hyper productifs et plus besoin de gens éveillés. Des gens qui ressentent, qui s'arrêtent, qui écoutent. Des gens qui comprennent que leur existence n'a pas besoin d'être validée par des graphiques. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, fatigué, oui, mais lucide, c'est peut-être que vous avez déjà compris qu'il y a quelque chose de profondément biaisé dans cette logique. Alors respirez. Oui, maintenant. Respirez. Fermez les yeux une seconde. Écoutez votre corps. Il supplie, pas pour plus de discipline, mais pour plus de présence. Parce que avant d'être un producteur de résultats, vous êtes une vie qui palpite. Et cette vie n'a pas à s'excuser d'avoir besoin de repos. Avez-vous déjà réfléchi à ceci? Le monde s'effondre. Les inégalités explosent. La violence augmente. La politique est devenue un spectacle d'absurdité. Et pendant ce temps, vous riez devant une vidéo de chat. Vous binge-watchez une série. Vous débattez de savoir si la finale de cette émission de télé-réalité était juste. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir, c'est humain. Mais la vraie question est, à qui profite votre distraction? C'est la quatrième règle cachée de la société moderne, et peut-être la plus subtile de toutes. Si vous êtes constamment diverti, vous n'aurez jamais le temps de remarquer ce qui se passe réellement. Vous pensez choisir ce que vous regardez. Mais si ce que vous consommez aussi, la vérité, c'est que le divertissement aujourd'hui n'est plus seulement une fuite. C'est un outil de contrôle, de dispersion, d'anesthésie collective. Et le plus effrayant, personne ne vous a forcé. Vous avez cliqué, vous avez appuyé sur play, vous êtes resté. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé, parce que le monde est devenu trop lourd, trop confus, trop agressif, parce que vous avez besoin d'une pause. Et c'est exactement là que le système agit. Il vous épuise, puis vous vend le soulagement. Il vous blesse, puis vous propose un pansement brillant, coloré et addictif. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos algorithmes vous connaissent mieux que vos amis? Ce n'est pas un hasard si, en faisant défiler votre écran, apparaît exactement ce contenu qui vous maintient figé, qui n'exige aucune pensée critique, qui ne provoque aucun inconfort, qui vous retient 3 secondes, puis 5, puis 1 heure. Vous vous perdez, vous vous dissolvez, et vous appelez cela du repos. Mais le repos n'est pas une fuite. Le repos est une présence tranquille. La fuite, c'est la distraction. Et aujourd'hui, la distraction est produite à l'échelle industrielle. Netflix, par exemple, investit déjà des milliards en intelligence artificielle pour prévoir vos goûts avant même que vous ne les connaissiez. TikTok ajuste votre flux en millisecondes d'attention. Les émissions de télé-réalité sont scénarisées avec une précision chirurgicale pour activer vos émotions les plus primaires: colère, empathie, identification, mépris. Et tout cela n'est pas juste du divertissement. C'est de l'ingénierie comportementale. Vous ne faites pas que regarder quelque chose. Vous êtes façonné par ce que vous regardez.
Et lorsque toute votre énergie est absorbée par des stimuli superficiels, vous perdez ce qui est essentiel à toute transformation réelle, la capacité de s'indigner. Ressentez-vous encore de la colère? Une vraie colère? Celle qui pousse à l'action? Ou seulement un petit agacement, vite suivi d'un nouveau clic? Combien de fois avez-vous vu une nouvelle révoltante et, au lieu de réagir, simplement fait défiler l'écran? C'est ainsi que la société moderne neutralise vos instincts les plus nobles. Elle n'étouffe pas votre conscience. Elle l'abrutit. Elle la sature de contenu, de mèmes, de vidéos courtes, de récits addictifs. Elle vous donne une fausse impression de participation. Vous commentez, vous réagissez, vous vous informez. Mais à la fin de la journée, vous n'agissez pas. Et ce n'est pas de la paresse. C'est la conséquence d'une dispersion chronique, causée par un bombardement permanent de contenu rapide, superficiel, émotionnellement manipulateur. Et le plus pervers, tout cela vous est vendu comme de la liberté. Vous croyez choisir, mais ce sont des algorithmes qui choisissent pour vous. Des algorithmes entraînés pour vous maintenir passif, pour identifier ce qui vous distrait le plus, ce qui vous retient le plus longtemps, ce qui vous évite de penser. Et si vous pensez que le problème est seulement sur les réseaux sociaux, détrompez-vous. La logique est la même dans le divertissement politique, dans les journaux télévisés qui hurlent des gros titres en boucle, chez les influenceurs qui simulent l'indignation mais ne proposent rien, dans les débats où personne n'écoute personne. Tout est spectacle, tout est divertissement. Même la tragédie est devenue un programme du jeudi soir. Et alors, la vraie question est, qu'éprouvez-vous quand vous êtes seul, dans un silence total? Peur? Vide? Anxiété? Alors peut-être que le divertissement n'est plus un choix. Peut-être que c'est déjà une dépendance. Peut-être que vous en avez besoin pour ne pas affronter ce qui se trouve en vous. Et là se trouve le coup final du système. Il vous épuise, il vous distrait, et il vous convainc que c'est vous qui le voulez. Mais, et si vous décidiez de ne pas accepter ce pack? Et si vous éteigniez l'écran un instant et écoutiez votre propre silence? Qu'entendriez-vous? Peut-être entendrez-vous qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'est pas encore résigné. Quelque chose qui se révolte encore face à l'injustice. Quelque chose qui croit encore que la vie est plus que survivre en restant occupé jusqu'à mourir. Ce quelque chose est dangereux pour le système. C'est pour cela qu'on tente de l'étouffer sous un bruit constant. Mais, et si, au lieu de l'étouffer, vous décidiez d'amplifier cette voix? Et si vous choisissiez, consciente et activement, de récupérer votre attention? Parce que l'attention, c'est du pouvoir. Et celui qui contrôle votre attention, contrôle votre vie. Maintenant, réfléchissez. À qui appartient votre attention? Et que se passerait-il si, soudainement, vous décidiez de l'utiliser pour quelque chose qui ne rapporte rien à personne, sauf du sens à vous-même? Et si vous utilisiez votre attention pour écouter des histoires vraies, pour lire avec profondeur, pour parler avec présence, pour créer quelque chose en dehors de l'écran? Le monde que nous voulons ne naîtra pas de distraction. Il naîtra de présence entière, de conscience lucide, de cœur qui s'indigne encore. Il y a un prix invisible que vous payez chaque jour, et il ne figure pas sur vos factures. Il est dans vos données, dans votre géolocalisation activée, dans les conditions d'utilisation que vous acceptez sans lire, dans la caméra que vous avez oublié allumée, dans le microphone qui, même silencieux, vous écoute, dans votre empreinte digitale qui déverrouille votre téléphone, dans votre routine mappée, traquée, analysée et vendue à chaque seconde. Et le plus effrayant, vous avez permis tout cela d'un simple clic. Voici la 5e règle cachée de la société moderne. La surveillance n'a pas besoin d'avoir l'air oppressive. Il suffit qu'elle ressemble à du confort. Vous n'avez rien été contraint de faire. Vous avez voulu. Vous avez accepté. Vous avez été séduit. Parce que la surveillance moderne ne porte pas d'uniforme et n'envahit pas les maisons.
elle se déguisait en application de mobilité, un assistant vocal, en montre connectée qui veille sur votre santé, en algorithme qui améliore votre expérience. Vous savez où se trouve votre voiture. L'application sait où vous êtes. Le système sait ce que vous avez acheté, avec qui vous avez parlé, combien de temps vous avez passé aux toilettes et quel type de publicité vous fait cliquer. Oui, à ce point-là. Et il ne s'agit pas de futur. Cela se passe déjà. En 2022, une étude de la Mozilla Foundation a révélé que plus de 56% des objets connectés domestiques partageaient des données avec des tiers, sans votre consentement explicite. Des réfrigérateurs, des lampes, des caméras, des enceintes. Même votre aspirateur robot cartographie votre maison. Et que recevez-vous en échange? Du confort. Vous dites « OK Google » et les lumières s'allument. Vous dites « Alexa, joue ma playlist » et le son remplit la pièce. Vous ouvrez la carte et elle vous indique le chemin le plus rapide. Cela semble magique. Mais vous êtes-vous demandé qui garde toutes ces informations? Et surtout, dans quel but? Prenons un cas concret. En 2019, une femme aux États-Unis a poursuivi une entreprise de tracking après avoir découvert que sa montre connectée avait envoyé des données de géolocalisation et de fréquence cardiaque à son ex-mari, sans son consentement. La fonction de partage familial était activée par défaut. Ce n'était pas une erreur, c'était du design. Avez-vous remarqué comme il est difficile de désactiver les notifications? Comme le bouton « Refuser les cookies » est bien caché, tandis que « Tout accepter » est coloré, rapide, évident? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Vous n'êtes pas seulement un utilisateur, vous êtes un produit. Et voici un chiffre glaçant. En 2023, les données personnelles ont généré plus de 1000 milliards de dollars de revenus pour les entreprises technologiques. Oui, 1000 milliards. Avec un T. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous valez plus surveiller que libre. Et cela change tout. Parce que si votre attention est le nouvel or, votre vie privée est le nouveau champ de bataille. Vous êtes traqué par des entreprises qui prétendent vouloir vous faciliter la vie. Mais ce qu'elles veulent vraiment, c'est la prévisibilité. Plus vous êtes prévisible, plus il est facile de vous vendre quelque chose, de vous convaincre, de vous imposer une idée, un politicien, une dépendance. Et c'est là que cela devient plus dense. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de consommation, il s'agit de comportement. Pendant les manifestations à Hong Kong, les protestataires cachaient leur visage non seulement à cause de la police, mais pour éviter la reconnaissance faciale. Ils utilisaient de l'argent liquide pour ne pas laisser de traces et éteignaient leur téléphone à chaque déplacement. Pourquoi? Parce que là-bas, comme dans tant d'endroits, être identifié, c'est être vulnérable. Mais peut-être pensez-vous, je ne suis pas un criminel, je n'ai rien à cacher. C'est peut-être la phrase la plus dangereuse de l'ère numérique, parce que la vie privée n'est pas une affaire de dissimulation. C'est une affaire de choix. Vous choisissez à qui confier votre intimité, avec qui partager vos douleurs, à qui révéler vos habitudes, où vous devriez pouvoir choisir. Mais aujourd'hui, ce choix vous échappe peu à peu. Et le pire, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, après avoir parlé oralement d'un sujet avec un ami, sans rien taper. Vous voyez des publicités sur ce sujet. Paranoïa? Coïncidence? La vérité, c'est que dans beaucoup de dispositifs, les micros sont toujours actifs. Toujours. Ils captent les mots-clés, les contextes, les émotions. Ils analysent vos habitudes pour mieux vous servir. Et mieux vous servir signifie ici vous garder accroché. C'est un cercle vicieux. Vous donnez vos données, vous recevez du confort, vous devenez dépendant. Vous donnez encore plus de données. Et ainsi, vous devenez prévisible. Et une société prévisible est facilement manipulable. Respirez. Prenons un pas de recul. Résumé rapide jusqu'ici. Le divertissement vous distrait. La productivité vous épuise. La méritocratie vous culpabilise.
et la surveillance vous cartographient. Résultat, vous êtes fatigué, distrait, sous pression et surveillé en permanence. Mais vous croyez être aux commandes. Et alors arrive le coup final. Vous défendez le système qui vous surveille. Vous postez que vous adorez votre nouvel appareil connecté, que l'app a sauvé votre vie, que cette technologie est géniale, et peut-être qu'elle l'est. Mais avez-vous réfléchi à ce qu'elle remplace? Vous ne vous perdez plus, mais vous n'explorez plus non plus. Vous n'attendez plus, mais vous n'avez plus de patience. Vous ne posez plus de questions, parce que la machine répond à tout. Vous devenez plus efficace, mais moins humain. Et voici une dernière provocation pour clore cette partie. Si tout ce que vous faites est traqué, qui seriez-vous si personne ne vous observait? Pensez-y calmement. Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point la peur guide vos pas, même quand vous pensez choisir librement? Arrêtez-vous une seconde et observez. Vous réfléchissez avant de publier, avant de dire ce que vous ressentez vraiment, avant de contredire quelqu'un en public, avant de porter quelque chose qui sort des normes, avant de simplement être vous-même. Vous pensez, vous freinez, vous recalculez. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui plane sur chacun de nous. La peur d'être puni pour exister en dehors des attentes. C'est la 6e règle cachée de la société moderne. Celui qui a peur se surveille lui-même. Et c'est tout ce dont le système a besoin pour fonctionner. Oubliez l'idée que le contrôle exige de la violence explicite. La nouvelle forme de domination n'a pas besoin de censure officielle, ni de tanks dans les rues, ni de dictateurs à la télévision. Elle a seulement besoin de vous. Effrayé d'être vous. Peur de se tromper. Peur de paraître ignorant. Peur de déplaire. Peur d'être critiqué. Peur d'être cancelé. Peur de perdre son emploi. Peur de paraître faible. Peur d'être seul. La peur s'est infiltrée dans toutes les couches de la vie moderne. Elle est dans les titres de journaux, dans les sous-entendus, dans les regards, dans les phrases à moitié dites par des parents ou des professeurs, dans les « fais attention à ce que tu dis », les « ce n'est pas si simple », les « ça va te poser problème ». Elle est dans l'air, mais personne ne la désigne. Et c'est précisément ce qui la rend si efficace. Voici une histoire réelle. En 2016, une jeune enseignante du Texas a été licenciée après avoir publié une opinion politique sur son profil personnel. Rien d'offensant, rien de violent. Une opinion réfléchie. Mais elle a été signalée pour comportement subversif. Par qui? Une collègue. Anonyme. La peur avait contaminé même l'espace de confiance. Aujourd'hui, cette professeure évite les réseaux sociaux, évite les débats publics, évite d'être vue. Il n'a pas fallu de tribunal, pas besoin de gouvernement autoritaire. La peur a suffi. Et c'est là le point central. Quand la peur est bien implantée, les gens assurent eux-mêmes la répression. Vous commencez à surveiller ce que vous dites, à éditer votre personnalité, à calibrer vos gestes. Et au fil du temps, vous oubliez ce que c'était d'être authentique. Et cela va bien au-delà d'Internet. Dans les entreprises, la peur est un outil de gestion. Ne te plains pas, ou les RH vont te remarquer. À l'école, la peur est une méthode pédagogique. Si tu n'obéis pas, tu seras puni. Dans les familles, la peur est une tradition héritée. Comporte-toi bien, sinon personne ne t'aimera. Et alors, avant même de vous en rendre compte, vous vivez dans la peur de ne pas appartenir. La peur du rejet est peut-être le contrôle le plus efficace, parce qu'elle nous isole, nous fragilise, nous rend dociles. Vous cessez de contester pour ne pas être exclu. Vous n'essayez plus rien de nouveau pour ne pas être ridicule. Vous renoncez à vous battre pour ce qui est juste, pour ne pas perdre ce que vous avez encore. Et voici une question brutale, mais nécessaire. Combien de décisions de votre vie ont été prises par vous, et combien par votre peur? Réfléchissez bien. Avez-vous vraiment choisi cette filière d'études?
Ou aviez-vous juste peur de décevoir? Vous êtes-vous marié par amour ou par peur de la solitude? Restez-vous dans ce travail parce que vous l'aimez ou parce que vous avez peur de tout perdre? Combien de fois avez-vous dit oui au monde et non à vous-même juste pour éviter l'inconfort? Vous pensez être responsable, être raisonnable, mais souvent, vous êtes guidé par la peur. Et c'est exactement ce que le système attend. Une société de personnes trop prudentes pour réagir. Vous avez remarqué que même notre indignation est freinée? Vous êtes révolté par l'injustice, mais vous hésitez à le dire. Écœuré par la corruption, mais vous avez peur de paraître radical. Vous voyez une violence et vous détournez les yeux, pas par indifférence, mais par impuissance. Et l'impuissance est la sœur jumelle de la peur. Quand vous êtes convaincu que vous ne pouvez rien changer, vous commencez à tout accepter. La corruption devient le système. L'abus devient normal chez les puissants. La violence devient la réalité. L'exploitation devient le prix du progrès. Et là, la peur a gagné. Parce qu'il ne faut pas que vous aimiez le système. Il suffit que vous ayez peur de le quitter. La plus grande tragédie, c'est que la majorité ne réalise même pas qu'elle vit dans la peur. Elle appelle ça bon sens, ou sagesse, ou prudence. Mais derrière cela, il y a une terreur d'être exposé. Et cette peur se manifeste dans les gestes les plus discrets. Rire à une blague qui vous offense pour ne pas paraître coincé. Faire semblant d'être d'accord en réunion pour ne pas être le marginal. Publier ce qui est accepté, pas ce qui est vrai. Et petit à petit, nous nous déconnectons tous de ce que nous sommes vraiment. Et plus nous sommes éloignés de notre vérité, plus nous sommes fragiles, manipulables, seuls, soumis. La peur, quand elle devient chronique, détruit même l'identité. Et alors, une question s'impose. Qui seriez-vous sans la peur? Quelle vie auriez-vous construite si vous ne vous étiez pas tué autant de fois? La vérité est brutale. Le système ne veut pas que vous aimiez la structure. Il veut que vous ayez peur de l'alternative. Il veut que vous ayez peur de tomber. Peur de risquer, peur de penser autrement, peur d'être libre. Parce que la liberté ne coexiste pas avec la peur. Les personnes libres dérangent. Elles disent ce qu'elles pensent. Elles ne se courbent pas. Elles ne se taisent pas quand tout le monde se tait. Et c'est pour cela qu'elles sont dangereuses. Mais voici un fait fascinant. Les plus grandes transformations de l'histoire humaine sont nées de personnes qui ont choisi de ne pas avoir peur, même quand elles en avaient toutes les raisons. Gandhi, Rosa Parks, Angela Davis, Martin Luther King, Nelson Mandela, Marielle Franco, Malala. Aucun n'a agi par confort. Ils ont agi par conviction. Et cela nous amène à un tournant. Si la peur est partout, si elle est la norme, alors le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de ne pas la laisser écrire le scénario. Et peut-être est-ce la clé dont vous avez besoin maintenant. Peut-être que le monde a besoin de plus de gens qui arrêtent là que de suivre le script, de plus de gens prêts à parler, même en tremblant, à agir, même dans le doute, à être, même si ça fait mal. Parce que ce n'est que lorsque le courage perce la bulle de la peur que le changement commence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors peut-être qu'une partie de vous est prête à sortir du silence. Alors, avant de conclure, un moment pour souffler et une question finale. Vivez-vous la vie que vous vouliez ou la vie que la peur vous a autorisé à vivre? Il arrive un moment où tout semble suspendu dans l'air. Les notifications s'arrêtent, les conversations s'étiolent, les amis évitent certains sujets. Et même vous, qui avez toujours eu tant à dire, commencez à ravaler vos mots. Non par manque d'opinion, mais parce que vous sentez que personne n'écoute. Ou pire, que personne ne veut écouter. C'est là que le chemin devient le plus fragile. Quand le silence cesse d'être un refuge et devient une prison.
La 7e règle cachée de la société moderne est subtile, mais redoutable. L'oppression la plus efficace est celle qui vous convainc qu'il ne sert à rien de parler. Vous commencez à penser que vous êtes arrivé trop tard, que les choses sont déjà trop corrompues, que le système est trop grand et que votre voix est trop petite pour changer quoi que ce soit. Une fois que cette idée s'installe, il n'y a plus besoin de surveillants, de censure ou de sanctions. Vous appuyez vous-même sur le frein. Vous vous taisez. Vous éteignez votre propre lumière. Mais comment en est-on arrivé là? Vous connaissez déjà la réponse. Parce qu'on vous a offert l'illusion de la liberté, tout en vous enchaînant à la routine. Parce qu'on vous a parlé de mérite, tout en cachant les privilèges. Parce qu'on vous épuise de tâches, puis vous distrait avec du vide. Parce qu'on vous enveloppe de technologie, mais pour mieux vous observer. Parce qu'on vous pousse à une obéissance silencieuse, maquillée en sagesse. Et quand tout cela ne suffit pas, on vous offre le renoncement comme solution finale. Ça ne sert plus à rien. Mieux vaut se faire discret. C'est comme ça le monde. Chacun pour soi. Et alors, peu à peu, vous vous éteignez. Pas par ignorance, mais par fatigue. Vous continuez à vivre, mais en mode survie. Vous continuez à marcher, mais sans destination. Vous continuez à sourire, mais seulement avec le visage, jamais avec le cœur. Et c'est peut-être là la pire forme d'épuisement, celle qui vous garde debout, mais absent de vous-même. Maintenant, faites-vous une faveur. Respirez profondément. Fermez les yeux. Repensez à tout ce qui vous a conduit jusqu'ici. Souvenez-vous de la partie 1, quand nous avons révélé que vous jouiez à un jeu que vous n'aviez pas choisi. De la partie 2, quand nous avons démonté le mythe de la méritocratie. De la partie 3, sur l'épuisement glorifié comme preuve de valeur. De la partie 4, sur le divertissement utilisé comme anesthésiant. De la partie 5, sur la surveillance camouflée en confort. De la partie 6, sur la peur comme guide silencieux. Et maintenant, nous sommes ici, au cœur du silence. Mais peut-être pour la première fois depuis longtemps, ce silence a changé de texture. Parce que vous n'êtes plus engourdi, vous êtes conscient. Et une fois que vous vous réveillez, le silence ne vous réduit plus au silence. Il vous prépare. Oui, le monde est chaotique. Oui, le système semble invincible. Mais la vraie question n'est plus « qu'ont-ils fait de nous ?» La vraie question devient « qu'allons-nous faire maintenant ?» Toute structure oppressive repose sur une chose simple, le silence des opprimés. Et tout changement profond commence par quelque chose d'encore plus simple. Un malaise qui refuse de se taire. Vous n'avez pas besoin de changer la planète entière, mais vous pouvez reconstruire votre centre, reprendre votre attention, récupérer votre énergie, protéger votre vérité, retrouver votre courage. Et quand vous faites cela, quelque chose bouge autour de vous. Votre énergie déstabilise. Votre position dérange. Votre lucidité devient résistance. Et c'est ainsi que tout commence, par une personne qui arrête de baisser les yeux. Parce que personne ne transforme le monde seul, mais personne n'éveille le collectif en continuant de dormir à l'intérieur. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. Allez-vous continuer à réciter les anciennes règles? Ou allez-vous écrire vos propres lignes? Allez-vous rester un rouage passif? Ou devenir mouvement vivant? Oui, ils contrôlent les plateformes. Mais vous avez quelque chose qu'ils ne peuvent pas dominer, votre éveil. Et quand vous vous éveillez, le silence ne vous freine plus. Il devient pause stratégique, espace d'écoute, graine d'action. Agir ici, ce n'est pas hurler dans le vide, c'est être lucide dans le tumulte, c'est habiter sa présence, c'est orienter son regard, c'est faire des choix qui brisent les chaînes, c'est refuser l'engourdissement collectif. Alors, si ce contenu a résonné en vous, vraiment, ne refermez pas cette page pour replonger dans l'automatisme. Ne traitez pas cette lucidité comme une bribe passagère. Cette série ne s'achève pas ici.
elle commence. Si cela a vibré en vous, manifestez-le. Aimez cette vidéo, c'est simple, mais c'est un signal, une résonance. Commentez. Dites ce que vous avez ressenti, ce qui a secoué, ce qui a réveillé. Partagez. Envoyez-le à quelqu'un qui commence à s'éveiller, à quelqu'un qui court sans savoir pourquoi, à quelqu'un qui a juste besoin d'un élan pour oser dire. Et abonnez-vous. Parce que dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin, dans les formes possibles de résistance, dans la clarté préservée au milieu du chaos, dans les réalités qu'on peut bâtir, même en ruine. Abonnez-vous, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres esprits en éveil, d'autres cœurs en feu, d'autres âmes en refus. Et avant de finir, voici ma gratitude la plus sincère. Merci de ne pas avoir renoncé à penser. Merci d'avoir tenu jusqu'ici pendant que le monde nous apprend à abandonner au milieu. Merci de garder vivante la flamme intérieure quand tout semble vouloir l'éteindre. Car la vérité, c'est que si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris. Leur silence ne sera jamais plus fort que notre voix, quand elle devient plurielle. On se retrouve dans la prochaine vidéo, avec plus de vérité, avec plus de courage et avec moins de peur.